Bienvenue sur la RFM 100.9, c'est rendez-vous avec Gilles Charles comme tous les jeudis à 18h et la rediff le vendredi. Gilles Charles qui a pour invité cette semaine le maire de Saint-Étienne et président de Saint-Étienne Métropole, Gaël Perdriau. Gilles, bonsoir. Merci Philippe, bonjour, merci d'être fidèle chaque semaine à ce rendez-vous. Aujourd'hui, rendez-vous exceptionnel pour cette jeune émission. Il y a 2 ans, presque jour pour jour, il devenait le maire de Saint-Étienne. Gaël Perdriau, bonjour. Bonjour. Alors avant de faire le bilan de ce premier tiers, puisqu'on est pile au tiers, on connaît aujourd'hui l'image du maire, mais quel est l'homme, Gaël Perdriau ? Écoutez, pour moi c'est le même. Je suis le même qu'avant de devenir maire. C'est vrai que j'ai la passion de notre ville, la passion aussi de la chose publique, d'où mon investissement depuis de très longues années maintenant, puisque il y a 20 ans cette année, je devenais conseiller municipal de Saint-Étienne et j'ai pas le sentiment d'avoir changé. C'est ma vie qui a changé depuis que je suis maire, mais pas l'homme. Comment un jeune homme de Cholet, ville du basket, arrive à Saint-Étienne, ville du football ? C'est quoi cette trajectoire ? Elle est relativement simple. Je suis venu à Saint-Étienne pour poursuivre mes études. Et des études de commerce. Ouais. Et je suis tombé amoureux de la ville. Je me suis beaucoup impliqué dans la vie sociale de Saint-Étienne. Et puis après, c'est comme tout parcours. Ce sont des rencontres, ce sont des investissements qui, à un moment donné, vous donnent envie d'en faire plus, d'aller plus loin. Et puis ma vie s'est construite ensuite à Saint-Étienne. Vous dites, je suis tombé amoureux de Saint-Étienne. Quelle est la chose qui vous fait tomber amoureux de Saint-Étienne ? Parce que nous, on est stéphanois, donc on y est né, et on a toujours un peu cette image un peu, je vais dire entre guillemets, de Beausaigne. Qu'est-ce qu'un quelqu'un qui arrive lui fait qu'il devient amoureux de cette ville ? D'abord, je m'y suis senti bien tout de suite. On s'y sent, accepté, on se sent intégré très très vite dans la ville. On se sent très vite finalement stéphanois, parce que la relation avec les autres est sans doute beaucoup plus facile que dans beaucoup d'autres villes. Et puis, je dirais que la construction de la ville fait qu'on s'y repère également très très vite, qu'on y trouve absolument tout ce dont on a besoin, tant sur le plan sportif, culturel que sur le plan commerçant. Et je me suis senti très très vite stéphanois, et c'est ce qui a fait que je m'y suis impliqué dans la vie associative, et que j'ai eu envie d'y construire ma vie et d'y rester. Et du coup, votre ville d'origine, elle ne vous manque pas ? D'abord, je n'ai pas coupé tous les liens, parce qu'effectivement, mes parents y habitent toujours, et il y a forcément les racines, on y est tous attachés, d'où qu'elles soient. Mais je me sens bien à Saint-Étienne, bien sûr. Donc vous avez aujourd'hui le cœur vert ? Ah oui, depuis maintenant de nombreuses années, et puis mes enfants sont, eux, stéphanois de naissance, si on peut dire, et bien sûr que ça crée encore un lien supplémentaire. Alors, quel a été votre sentiment en apprenant les résultats et de savoir que vous alliez diriger une grande ville comme Saint-Étienne pour 6 ans ? Eh bien, je dirais que, d'abord, il y a effectivement la joie d'avoir réussi à convaincre la population, parce que pendant plus d'1 an, j'ai souhaité que le débat ait lieu. Je voulais pas qu'on ait une campagne trop courte de quelques semaines où on enlève finalement la parole aux Stéphanois. Donc c'était très exigeant. Évidemment, on travaille bien en amont sur la construction du projet. Et quand les résultats tombent, il y a à la fois la joie d'avoir réussi à convaincre les Stéphanoises et les Stéphanois que le projet qu'on porte est capable de redresser la ville et d'améliorer finalement le quotidien de la population. C'est pour ça qu'on se bat au quotidien. Et puis également, en même temps, un sentiment d'une très très grande responsabilité qui fait que j'ai pas fait la fête comme je l'avais imaginé quelques semaines auparavant. On se dit si on gagne, si on perd, qu'est-ce qui va se passer ? Ça s'est pas passé comme je l'avais imaginé, parce que très très vite, encore une fois, il y a la responsabilité qui vous envahit et tout de suite de se mettre au travail. Ça reste une fête intérieure quand même. Oui, c'est bien sûr, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup d'engagement, et puis je vous dis, il y a beaucoup de relations humaines dans le combat politique, et finalement qu'une majorité de la population vous fasse confiance et vous demande de vous occuper de l'avenir de la ville, c'est de la responsabilité, mais c'est vrai que c'est aussi une fierté. Alors vous êtes également président de Saint-Étienne Métropole. Est-ce 2 rôles différents ou finalement complémentaires ?
ils sont très complémentaires. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dès le départ, j'avais exprimé le fait que c'est effectivement le maire de Saint-Étienne qui préside aux destinées de l'agglomération. D'abord parce que les deux sont effectivement très imbriqués. L'avenir des 45 communes dépend énormément de la bonne santé de la ville-centre de Saint-Étienne. C'est le moteur des 44 autres communes. Le moteur ou le phare ? Les deux, je dirais que c'est à la fois l'étendard, hein, c'est forcément l'attractivité, l'image, le dynamisme en matière d'emploi, d'urbanisme, tout ça, c'est porté par la ville-centre, c'est incontestable. Tous les maires de l'agglomération le disent et le reconnaissent, mais il ne faut pas pour autant, évidemment, négliger cet équilibre aussi qui fait la richesse de l'agglomération entre l'urbain et le rural, ce qui est le cas, hein, puisque plus de 2/3 des communes ont moins de 3500 habitants, donc la ruralité est très très forte. Mais néanmoins, c'est Saint-Étienne, c'est la ville qui emmène le dynamisme de l'agglomération, et c'est normal que ce soit porté par le maire de Saint-Étienne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette nécessité d'extension de Saint-Étienne Métropole ? Parce qu'on en parle beaucoup, on est dans le débat, j'ai suivi ça. Alors d'abord, j'ai toujours pensé qu'il fallait partager un projet et qu'on ne pouvait pas, peut-être comme par le passé, simplement parler d'extension du périmètre comme d'un coup de crayon donné sur une carte ou pour des raisons financières. Et je me suis donné la peine pour cela. D'abord, je suis allé à la rencontre des 45 conseils municipaux des communes qui sont déjà adhérentes à Saint-Étienne Métropole. Et lors de ces 45 rencontres, j'ai passé beaucoup de temps, plus de 3 heures, 4 heures à chaque fois, à échanger avec les élus municipaux de ces communes pour partager d'abord sur la vision de Saint-Étienne Métropole, sur le projet, et puis écouter également ce que l'agglomération représente pour ces communes. Et puis je suis également allé à la rencontre sur invitation, j'insiste parce qu'il n'y a pas non plus de volonté d'hégémonie, d'autres conseils intercommunaux proches de la nôtre, y compris d'ailleurs avec des élus de la Haute-Loire, mais également de Loire-Forêt, avec Saint-Bonnet-le-Château, avec des communes, Saint-Galmier, Riva, Saint-Bonnet-les-Oules, avec les communes du Pilat, pour présenter notre projet, expliquer où on voulait aller, et puis entendre également quelles étaient leurs préoccupations et comment ils voyaient leur avenir proche de Saint-Étienne Métropole. Et cette volonté d'extension, c'est simplement à un moment donné, avoir un périmètre de compétences qui correspondent aussi au quotidien des gens. Pour le service des transports en commun, il y a beaucoup de questions qui nous sont posées. Pourquoi les bus de la Stas ne vont pas jusqu'au Bessa ou à Tarentaise, alors qu'il y a une proximité évidente, hein, où ça vaut aussi pour Saint-Just-Saint-Rambert, Vauche ou Saint-Galmier. Donc c'est pour répondre aussi à ces questions-là qu'il était important d'aborder l'avenir. Et puis c'est vrai que la réforme territoriale engagée par le gouvernement avec la fusion des régions, qui organise la France maintenant avec 13 grandes régions. Ces grandes régions s'appuyant elles-mêmes sur des grandes métropoles, au nombre de 13, elle aussi d'ailleurs au début de l'année 2015, fait que l'État, dans sa politique de décentralisation, s'appuie sur les grandes régions qui s'appuient sur ces métropoles. Et ayant conscience qu'au niveau de la santé, au niveau de l'enseignement supérieur et des entreprises, nous avons aujourd'hui absolument tout ce qu'il faut pour pouvoir faire partie de ces métropoles qui rayonnent sur leur bassin de vie, moi c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité porter ce projet au moment du redécoupage territorial de nos agglomérations. Et quand une commune nous rejoint, est-ce que c'est pas dépouiller un peu les autres structures ? Non, parce que chacun s'organise en fonction de ses compétences et en fonction de son projet. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris la peine d'aller expliquer le nôtre. Et le fait qu'on regroupe, donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'intercommunalités qui ont disparu, puisqu'on a réduit à peu près de 40% dans le département de la Loire. C'était l'occasion pour organiser finalement nos intercommunalités comme le vivent nos concitoyens. Moi, j'ai du mal à comprendre par exemple pourquoi pendant cette longue année de débat, alors que le travail entre les villes de Montbrison et de Feurs est au quotidien, ils partagent un salarié qui anime le centre-ville commerçant, par exemple, de Montbrison et de Feurs. On m'en a parlé. Les deux maires sont au conseil d'administration, conseil de surveillance du même hôpital. Eh bien, vous voyez, j'ai du mal à comprendre pourquoi on n'a pas réuni Montbrison et Feurs dans une seule et même intercommunalité, par exemple. Est-ce que la couleur politique a une importance quand on veut construire avec tous les Stéphanois ? J'ai toujours pensé que non. Et je l'ai dit avant d'être maire, je le pense toujours aujourd'hui. Et dans toutes les décisions que je prends, ma seule préoccupation, c'est effectivement à la fois l'intérêt de la ville et l'intérêt de ses habitants. Et je suis capable, je l'ai montré d'ailleurs, de m'opposer à certaines prises de position, certaines décisions de personnalités proches de mon parti politique, ou voire même de mon parti, si j'estime que ça va contre l'intérêt des Stéphanois.
C'est toujours l'intérêt des Stéphanois qui est en jeu alors. C'est en tout cas ma seule préoccupation. Alors vous êtes à la fin, on l'a dit tout à l'heure, du premier tiers de votre mandat. Quel est le premier bilan? Alors le bilan, au bout de 2 ans. Le bilan, il sera apporté par les Stéphanois en 2020. Aujourd'hui, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que nous avons une feuille de route qui a été clairement exprimée, que les projets se déroulent comme je l'avais imaginé avec l'équipe municipale, et je pense qu'on est sur notamment les missions. Il y a plusieurs objectifs. Il y a les missions au quotidien. Il était indispensable, après quelques années de laxisme, de retrouver une qualité de vie de bon niveau en ville. Je pense que c'est ce téléphone qui amène des ondes perturbatrices. Tout à fait. Donc à la fois sur la qualité de vie en ville, en matière de propreté, en matière de sécurité. Donc on a vraiment pris des décisions importantes en la matière dès notre élection. Et puis on a également travaillé sur le moyen et le long terme en matière d'urbanisme, d'aménagement urbain, de logement et d'habitat. Et on sait que c'est très long pour avoir des résultats tangibles, pour inverser des tendances qui sont lourdes. Et donc toute l'équipe municipale est vraiment très mobilisée sur ces objectifs, parce que je suis convaincu que le dynamisme de Saint-Étienne, l'attractivité de la ville passe par ces conditions-là. Est-ce qu'il y a des choses dans votre programme, quand vous êtes arrivé en poste, où vous vous dites finalement avec le réel, c'est pas possible? Si on a vu, je l'aurais dit. Ouais. Parce que là aussi, je crois, d'abord, on n'a pas la science infuse, pas parce qu'on est candidat ou élu qu'on sait plus que d'autres. Le principe de réalité, quoi, je dirais. Exactement, oui. Eh bien, je pense qu'à un moment donné, si on se trompe, il faut être capable de le dire et de l'expliquer. Et s'il y avait des mesures, des engagements pris, finalement, pour lesquels je me rends compte que les résultats sont pas à la hauteur ou que c'est tout simplement irréaliste, je l'aurais dit. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on reste des hommes. Et qu'à un moment donné, quand on se trompe ou qu'on a eu une erreur de jugement, il faut aussi avoir le courage de le reconnaître. C'est ce qui rend les choses plus humaines. Oui, mais je pense que d'ailleurs la politique, les politiques en général, gagneraient beaucoup à rester peut-être un peu plus humains. Et donc c'est un sujet sur lequel il faut beaucoup d'humilité, parce qu'encore une fois, d'abord la population est de plus en plus exigeante. Ça vaut, je dirais, dans la vie quotidienne. On s'en rend compte, chez son commerçant, chez son médecin, partout dans les associations. On a beau avoir beaucoup de bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps, on a des familles qui sont encore très exigeantes avec. Donc ça vaut aussi pour la ville et pour les élus. Et donc il faut beaucoup d'humilité. C'est pas parce qu'on prend des décisions qu'on a des résultats à la hauteur de ce qu'on espère ou aussi rapidement qu'on l'espérerait. Donc oui, il faut beaucoup d'humilité. Est-ce que la baisse des dotations a changé vos objectifs de développement de la ville ? Alors elle a changé évidemment beaucoup de choses, puisque je rappelle que c'est une 20aine de millions d'euros qui ont été ponctionnés du jour au lendemain dans les caisses de la ville. Donc ce n'est pas rien, c'est même considérable. Pour autant, j'avais pris un certain nombre d'engagements, notamment sur la fiscalité, considérant qu'elle était déjà élevée à Saint-Étienne et que mon prédécesseur l'avait fortement augmentée. Donc la facilité, oui, ça aurait été de dire, attendez, on a été élu dans certaines conditions. Les conditions ont changé alors qu'on n'y peut rien, puisque c'est la stricte vérité. Et donc, je reviens sur un certain nombre d'engagements. Je ne suis pas comme ça. Quand je dis quelque chose, j'ai à cœur de tenir ma parole. La confiance est pour moi une valeur très importante sur laquelle il ne faut pas revenir. Donc, nous avons fait énormément d'efforts avec le soutien des services municipaux, des personnels municipaux, des élus, pour expliquer ce qui nous attendait. Je dirais que les 3 premiers exercices, les 3 premiers budgets, nous avons réussi à tenir, et j'espère que ce sera encore le cas dans les 3 qui restent. Mais encore une fois, il faut beaucoup d'humilité, donc en tout cas, je fais tout ce que je peux pour que cette parole soit tenue. C'est un peu la question qui venait, c'est justement comment on fait pour compenser. On abandonne des projets, on les réduit, on change, j'allais dire, on met moins de peinture, comment on fait pour rentrer dans les chiffres du budget? Eh bien, on va chercher de l'argent ailleurs. C'est-à-dire que l'attractivité de la ville, c'est pas simplement de l'argent public qui est dépensé dans la ville. C'est aussi quand vous avez des investisseurs privés, étrangers à la ville, qui font confiance dans l'avenir de Saint-Étienne et qui décident d'y investir. Et c'est la raison pour laquelle, dès 2014, d'ailleurs, dès mon élection, j'ai rencontré beaucoup d'investisseurs, de promoteurs, plus d'une vingtaine, pour présenter ce que je voulais faire, parce qu'on n'attire pas des investissements simplement sur des paroles ou
dans des stands, dans des salons. Il faut expliquer le projet à moyen terme, à long terme, montrer les moyens qu'on met en œuvre pour changer les choses et expliquer que c'est le bon moment pour investir. Et nous obtenons d'ailleurs des premiers résultats. Quand le groupe Apsis accepte d'investir 150 millions d'euros privés dans le projet commercial de la zone Pont-de-Lanne-Montieux. C'est une marque de confiance très importante. Ce sera 300 emplois pendant le chantier, plus de 600 à terme. Et donc, ça va modifier forcément l'économie de la ville. Quand vous avez le groupe Pierre et Vacances qui investit une quinzaine de millions d'euros dans un programme rue Désiré-Claude à Saint-Étienne, c'est une marque de confiance. Quand vous avez un groupe d'Annecy qui investit, Archéo, qui investit pour la première fois à Saint-Étienne dans une résidence de 100 logements étudiants, voilà des marques de confiance, puis des promoteurs locaux également, FGI qui investit place Jean Moulin, des groupements d'architectes, je pense à Riva, Busquet, qui ont remporté des premiers appels à projets que nous avons lancés dans 4 ou 5 quartiers différents de la ville pour un habitat rénové en maison individuelle, en logement. Eh bien ça c'est une marque de confiance, et tous ces investissements créent de l'emploi, créent de la richesse, et finalement le rôle de la ville, c'est de créer l'environnement, des conditions favorables pour que des investisseurs privés, des entreprises également choisissent Saint-Étienne pour s'installer. Ça crée un effet levier qui est bien plus puissant que si on comptait que sur nous-mêmes. Et quand on essaie d'avoir de nouveaux investisseurs, qu'est-ce qu'on met en avant ? Je mets en avant le projet que j'ai porté auprès des Stéphanois sur l'attractivité de la ville, sur le fait qu'on regagne également davantage de sérénité. Moi, je me souviens que des samedis après-midi en ville, c'est vrai, donnaient pas forcément envie de venir s'y promener il y a quelques années en arrière. Les décisions qu'on a prises en accroissant la présence de la police municipale, en améliorant la qualité également du service propreté, en réorganisant les choses, en écoutant. C'est la première fois que ça se faisait. J'ai écouté les 300 cantonniers jardiniers de la ville, un par un, pour comprendre leur métier, parce que c'est pas anodin. Un cantonnier, c'est pas juste un monsieur ou une dame avec un balai et une poubelle. C'est un métier. Et il y a des constats qui sont faits au quotidien. Quand vous passez 7 heures par jour sur l'espace public, vous voyez des choses. Et donc, on a pris en compte toutes ces remarques pour organiser les choses différemment, acheter du matériel utile complémentaire pour essayer d'améliorer les choses. Et mon objectif, c'est de faire en sorte que les Stéphanois eux-mêmes, évidemment, mais également les habitants de la Plaine, de la Haute-Loire proche, prennent plaisir à revenir dans Saint-Étienne, consommer à Saint-Étienne, profiter des espaces publics, et c'est offrir finalement un environnement plus favorable où les gens auront envie de nouveau de venir vivre à Saint-Étienne. Et pour y venir vivre, il faut des logements de qualité qui correspondent aussi à ce que recherchent les habitants aujourd'hui. Et donc pour ça, on fait appel à des promoteurs. J'étais la semaine dernière au Salon international de l'immobilier d'entreprise avec Gérard Collomb. On a décidé de faire un stand commun déjà depuis 2 ans où on promeut les projets lyonnais, les projets stéphanois, où on accueille des investisseurs évidemment de toute la France, voire même de toute l'Europe. C'est ça que je leur présente. C'est le projet de la ligne de tramway pour leur montrer que sur cette ligne, on a aujourd'hui une quinzaine d'hectares qui sont constructibles et qui peuvent accueillir des programmes et donc de la population nouvelle. C'est vraiment de lancer la ville dans un dynamisme nouveau. Vous avez parlé et vous avez lancé un projet super attrayant, donc c'est à l'entrée de Saint-Étienne, le style. Où en est-on et quand démarreront les travaux et surtout la livraison ? Alors, nous en sommes aujourd'hui dans toute la partie, du dépôt du permis de construire qui va arriver dans quelques semaines. Toutes les phases d'études, évidemment, en parallèle par le promoteur sont réalisées avec ses bureaux d'études, avec ses équipes. Il y a eu un premier comité d'enseignes que j'ai souhaité également pour m'assurer que les enseignes qui viendront s'installer à Style soient effectivement complémentaires du centre-ville. On connaît un très grand succès. Il y a déjà une 40aine d'enseignes qui sont portées candidates à venir s'installer. Et il y aura combien d'enseignes en tout ? On a à peu près, alors ça dépend des surfaces qui seront définitivement cédées, mais on peut compter sur entre 30 et 40 enseignes différentes, puisque ce sont 70 000 m² avec une moyenne de 2 à 3 000 m² par enseigne. D'autres seront beaucoup plus grandes sur des activités de jardinage, de loisirs ou de bricolage, et puis d'autres seront sans doute plus petites, avec des activités également de loisirs. Et donc on voit un succès important. Les travaux devraient commencer début 2017 pour une ouverture fin 2018. Fin 2018 alors. Hein. Oui, décembre 2018, on devrait ouvrir ce centre de manière concomitante d'ailleurs avec l'extension que le groupe Casino a décidé sur le Géant Montieux. D'accord. Alors on fait une petite pause, on va écouter une chanson que vous avez choisie, c'est-à-dire Bertignac et Rêve, et on revient juste après. C'était un rêve qui m'a balancé dans un étrange pays où le soleil se lève au milieu de la nuit. Je sais ce que
raccroche à mes rêves, oh oui, me raccroche à mes rêves. Je retourne à mon rêve, je retourne à mon rêve. Me raccroche à mes rêves, oh oui, me raccroche à mes rêves. Rêve, c'était Louis Bertignac sur le RFM. La suite de Rendez-vous avec cette semaine, Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne. Tout à fait. Alors vous avez choisi Louis Bertignac, on peut savoir pourquoi? D'abord parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai eu l'occasion de rencontrer quand il était dans le creux de la vague, dans un concert où il y avait, je pense, devait être 40 ou 50 dans la salle. Il a fait le concert comme si la salle était pleine à craquer, 3000 personnes. Et puis du coup, j'ai eu l'occasion évidemment d'échanger avec lui. Et voilà, c'est quelqu'un qui humainement m'a beaucoup touché. Et puis, pourquoi cette chanson Rêve? Eh bien, parce que je pense que dans la vie, c'est important d'en avoir et de tout faire pour essayer de les réaliser. En tout cas, c'est ce que j'invite l'ensemble des auditeurs qui nous écoutent à suivre comme conseil. Il faut avoir des rêves dans la vie. Alors, je pose cette question à tous mes invités. Est-ce que vous pensez que la musique, la chanson actuelle, la chanson française influence encore les esprits en politique? On a peut-être encore, oui, quelques chanteurs engagés quand même, hein, ça existe. Je ne sais pas si les politiques écoutent les chansons pour déterminer. En tout cas, je pense que oui, la musique et notamment la chanson française a encore un rôle sociétal à jouer en portant des messages qui touchent sans doute le cœur des gens différemment que les discours. Toujours dans le côté artistique, vous êtes maire, donc on l'a dit, depuis 2 ans. Vous avez rencontré, accueilli beaucoup d'artistes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a bluffé? Disons que, comme je le disais tout à l'heure, vous savez, quand je rencontre des artistes ou des gens connus, j'en reste pas moins l'homme que je suis et je les considère comme les femmes ou les hommes qu'ils sont. Donc, j'ai pas, on va dire, d'admiration pour tel ou tel. Voilà, pour moi, on n'est que des hommes. Après, ce qui est touchant, oui, ça peut être la générosité, ça peut être l'engagement de tel ou tel. Malheureusement, ces rencontres, elles sont souvent furtives. Hein, c'est parfois quelques instants avant un spectacle ou autre. Et puis les rencontres, elles ont été nombreuses. Il y a des personnes sur lesquelles on peut avoir des idées. Je pense par exemple à Michel Platini avec ce qu'il vit en ce moment. Il est venu plusieurs fois à Saint-Étienne. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. J'oublie pas que c'est grâce à lui que dans quelques mois, on va recevoir l'Euro à Saint-Étienne. Et j'ai trouvé quelqu'un de très simple, de très humble et qui mérite certainement pas ce qu'il est en train de subir aujourd'hui. Et un très grand footballeur. En plus, évidemment, ouais, qui a marqué aussi notre ville. Oui, je l'ai croisé plusieurs fois quand il était sous le maillot vert et c'était quelqu'un d'adorable. On revient à Saint-Étienne. On voit partout que Saint-Étienne change le monde, notamment au niveau du design. Concrètement, qu'est-ce qui change au quotidien pour les Stéphanois? D'abord, j'espère que ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que l'amélioration de la qualité de vie, d'abord, je dirais au quotidien, c'est les missions auxquelles le maire doit répondre. Et je considère qu'il y avait beaucoup de retard sur ces sujets-là. C'est les questions de propreté, des questions de sécurité, de climat dans la ville, de s'y sentir bien, d'améliorer les espaces publics, les espaces verts, les espaces de jeu pour les enfants. Bref, une vie commerçante encore plus dense qu'aujourd'hui. Un immobilier également qui réponde aux besoins de nos habitants. C'est la raison pour laquelle je me suis déjà engagé dès mon élection, mais on a aujourd'hui une visibilité sur la démolition d'un peu plus de 1200 logements. Et je vais continuer autant que je pourrai le faire parce que je pense que tout ça, ça contribue à un environnement qui donne envie tout simplement de vivre la ville. Comment ça se passe quand on a des bâtiments qui sont, on le sait depuis des années, qui sont à l'abandon?
Comment ça se passe, la mairie? Elle a quel pouvoir pour les faire détruire ou elle doit les racheter? Comment ça se passe concrètement? Oui, tout dépend qui est le propriétaire. Si ce sont des bailleurs sociaux, eh bien, il faut rentrer en négociation avec eux pour leur démolition et puis gérer derrière la reconstruction. C'est ce que j'ai fait par exemple à Jean Moulin, où j'ai souhaité que la ville rachète à un bailleur social cet immeuble parce que j'étais convaincu que plutôt que du logement social, alors qu'on a une vacance et une disponibilité relativement forte sur Saint-Étienne, on pouvait en profiter pour faire une copropriété. Et la suite m'a donné raison puisqu'on a trouvé preneur dans de bonnes conditions. Mais il y a aussi d'anciennes friches, je pense à la friche du Progrès rue Bergson qui est vide depuis plus de 20 ans, donc d'autres avant moi auraient pu s'en préoccuper. Tout à fait. Donc je crois que c'est avant tout une volonté politique. Ensuite, il faut des moyens bien sûr, mais je pense qu'on est peut-être le mandat où les moyens sont les plus faibles depuis 30 ans, donc je place la volonté politique au-dessus de tout le reste. On va parler bien sûr de la nouvelle ligne de tram, donc j'en reviens à la question qui vient tout de suite, c'est toute cette friche justement où il y avait les établissements Gutenberg, je crois, ou Hauptmann, tout a été rasé là vers le soleil. Oui. Quel est le projet là? On a l'impression qu'il y a un territoire immense là. Bien sûr, oui, on a à peu près 8 hectares là, entre Stronglight et... Voilà, Stronglight, ouais. je trouvais plus le nom. Et la friche donc Rocher, c'est à peu près 8 hectares de disponibles. Et l'objectif, c'est de pouvoir, à proximité de la gare de Château-Creux, que nous allons ouvrir des deux côtés, va pouvoir donc s'ouvrir aussi sur le quartier du Soleil. Et cette ligne de tramway, en plus de la vocation évidemment d'améliorer les déplacements en transport en commun, d'améliorer le maillage du réseau qui n'existe pas à ce jour, a aussi une fonction d'urbanisme et d'urbanisation, d'aménagement de notre ville dans un quart de la ville qui n'a pas bénéficié de rénovation depuis plus de 40 ans. Et j'ai vraiment une volonté très très forte de faire en sorte que ce tramway permette des aménagements urbains, des constructions de nouveaux logements de qualité tout autour des voies de cette ligne de tram. Vous savez, quand on regarde lors de la réunion publique que nous avons organisée à la Cité du Design, les photos de 2006 et de 2016, 10 ans, c'est très très court à l'échelle de la construction d'une ville. Quand on voit ce que sont devenues les rues autour desquelles passe maintenant la ligne Peuple-Château-Creux, c'est une transfiguration. Eh bien, je fais le pari qu'il en sera de même sur les quartiers traversés par la nouvelle ligne de tramway, et que ça contribuera également à dynamiser finalement l'ensemble de la ville. Et alors, ce choix de tracé de troisième ligne, est-ce qu'il était difficile à faire ? Alors nous sommes partis sur des hypothèses, on va dire, optimales en matière de desserte de l'existant, en matière du potentiel également d'urbanisation. On a joué également avec Marc Petit, qui est le vice-président en charge de ce dossier, vraiment la carte de la concertation. Il y a eu beaucoup de retours, on a eu plus de 300 retours écrits de contributions, plus de 300 personnes présentes lors de la réunion publique. Et donc on a écouté tout ce qui nous a été dit, on a écouté également les professionnels qui ont été consultés, et finalement sur les 3 tracés proposés, c'est un 4e qui a émergé, qui est un peu une fusion entre 2 existants pour à la fois respecter je dirais les sites qui sont installés. Je pense à l'entreprise Exceltech qui par l'un des tracés était coupé en 2. Une entreprise qui marche très très bien, une entreprise américaine, qui investit encore à Saint-Étienne, avec plusieurs centaines d'emplois aujourd'hui sur la ville. Donc voilà, il ne faut pas non plus faire table rase du passé et respecter l'existant. Et quand on a une 3e ligne de tram, on est obligé d'acheter de nouveaux trams, ou alors on fait en fonction des trams qu'on a déjà en sa possession? Alors la 2e ligne de tramway, c'est faite à matériel roulant identique. Ouais. En ce qui nous concerne, une des premières décisions que j'ai prises en étant élu à l'agglomération, avec l'ensemble des maires, c'est de renouveler le parc de rames de tramway existantes. J'ai vu une entreprise de Toulouse, il me semble, c'est ça, non, qui livre les trams. Pas très, Bagnères de Bigorre, pas très loin. Donc vous avez effectivement aujourd'hui 20 rames qui vont être entièrement rénovées, et puis 16 que nous avons achetées entièrement neuves, avec une capacité de plus de 30% de plus par rapport à la situation actuelle. Donc c'est comme si on avait 5 rames supplémentaires. Donc ça devrait d'abord apporter un meilleur confort aux usagers des transports en commun, et je pense que dans un premier temps, le parc devrait suffire grâce à ces nouvelles rames. Parce que je crois qu'à Saint-Étienne, on a une spécificité, les rames sont plus étroites qu'ailleurs. Oui, on est dans un système métrique, effectivement.
l'écartement des voies est d'1 mètre, et donc ça contraint effectivement notamment les voitures qui roulent dessus. En plus, on passe dans un certain nombre de rues qui sont relativement étroites, et donc les caisses, elles aussi doivent être dimensionnées par rapport aux rues dans lesquelles on passe. Donc ça, c'est l'histoire de la ville, et il faut aussi s'adapter. On a parlé d'attractivité, on a que des mots compliqués ce matin. Vous faites beaucoup d'efforts pour attirer de nouvelles enseignes sur le centre-ville. N'avez-vous pas peur qu'après l'Euro, elle fasse le chemin inverse ? Non, parce que vous savez, l'Euro, c'est un grand événement, certes, mais il faut le ramener à ce que c'est-à-dire 4 matchs à Saint-Étienne, 1 mois d'animation, et je souhaite évidemment que ça profite au maximum à l'ensemble des commerçants, des restaurateurs, des hôteliers de la ville, qu'on en profite également pour faire connaître la ville d'un point de vue touristique bien au-delà de nos frontières, mais je ne connais pas d'enseignes qui viennent s'installer à Saint-Étienne pour l'Euro. Ça reste un événement éphémère, donc c'est un pari sur l'avenir, c'est montrer aussi notre capacité à organiser des grands événements, et puis c'est attirer finalement le regard de grandes enseignes. Je connais, à contrario de ce que vous dites, des enseignes qui ont regardé Saint-Étienne parce qu'il y avait l'Euro, en se disant tiens, si l'Euro va à Saint-Étienne, c'est que c'est une grande ville qui mérite peut-être qu'on la regarde différemment, mais qui dans les délais n'auront pas le temps de s'installer d'ici le mois de juin, mais qui viendront plus tard. Donc c'est une opportunité. Je ne vois pas d'enseigne venir juste pour 4 matchs et repartir. Donc ça sera des enseignes pérennes. Oui. Enfin, autant que la vie d'une entreprise après le permette. Tout à fait. Pour revenir à l'Euro, ça va être un mois festif, on l'a dit, et pourtant avez-vous une appréhension avec ce climat d'attentat ? Est-ce qu'on n'a pas un peu peur qu'il se passe quelque chose dans sa ville ? Quand on est maire d'une grande ville comme Saint-Étienne, après les événements dramatiques que nous avons connus en 2015, je dirais qu'il n'y a pas une manifestation publique qui se déroule sur la ville sans qu'on y pense. Et avec les services municipaux, nous avons pris un certain nombre de mesures pour accroître les conditions de sécurité et de contrôle, en sachant que ce risque ne peut jamais être ramené à zéro. Pour l'Euro, dès le départ de l'organisation, nous avons vraiment collaboré pleinement avec les services de l'État, avec l'Euro, et notamment sur les questions de sécurité. Et je rappelle qu'on a une police municipale que nous avons d'ailleurs accrue en effectif de manière importante. On est passé de 100 à 160 en 2 ans, avec des moyens d'équipement personnel des policiers accrus également. Ils sont armés pendant tout leur service, équipés de tasers, de caméras piétons, bientôt de flashballs. Donc des moyens pour intervenir, pour se défendre, mais aussi pour intervenir et protéger la population. Donc c'est une question que j'ai travaillé avec les adjoints, avec les services municipaux, avec beaucoup de sérieux dès le départ. Et on ne transigera pas avec ces questions de sécurité. On fera ce qu'il faut pour que les conditions soient optimales, notamment au travers de la fan zone qui permet de rentrer dans un secteur sécurisé avec des palpations de tous les spectateurs sur 3 points d'entrée uniquement. Donc ça permet de contrôler au mieux les personnes qui pénétreront dans cet espace. Et pour revenir au plan footballistique, est-ce que vous avez fait votre liste des 23 et quel est votre pronostic pour ce championnat d'Europe ? Alors je vous dirais que, puisqu'on parlait de rêve tout à l'heure avec Bertignac, j'en fais un qui ne conviendra peut-être pas à Didier Deschamps, mais c'est celui que la France termine 2e de son groupe, parce que c'est notamment la condition pour qu'ils viennent jouer leur 8e de finale à Geoffroy Guichard. Moi, ça peut être possible, il soit 2e. Hein. J'aimerais bien. Oui, avec eux, avec l'équipe de France, on a vu que tout était possible. Donc s'ils terminent 2e, j'avoue que ça me ferait plaisir, parce que ça ferait une belle affiche à Geoffroy Guichard pour la dernière journée. Et vous pensez qu'on peut aller au bout ? Je pense que, vous savez, l'équipe de France, comme les Français d'ailleurs, ils ont quelque chose au fond d'eux qui fait que, d'abord, ils sont jamais là où on les attend. Hein, il suffit qu'on les ait enterrés avant la compétition. Un peu comme moi, alors. Hein, pour que finalement ils ressurgissent au moment où on les attend pas. Et je pense que Didier Deschamps on l'a vu, a fait des choix. Il a eu le courage aussi d'en écarter certains, d'en appeler ou d'en rappeler d'autres. Et je pense qu'on peut avoir une équipe capable d'aller au bout. Oui. Un dernier mot politique, la 45, on en parle beaucoup. Quelle est votre position ?
Ma position, elle est connue dès le départ, c'est qu'il faut cette autoroute. Elle est nécessaire pour l'attractivité de notre territoire, pour la sécurité également des dizaines de milliers d'usagers de cette route au quotidien, pour le développement économique. Et d'ailleurs, avec Bernard Bonne, nous sommes sans doute les élus qui sommes aujourd'hui au plus près de la réponse. Et je l'ai dit en début d'année, c'est la vérité, cette année verra l'autoroute se faire ou bien enterrera la 45 à tout jamais, puisque je rappelle qu'on est aujourd'hui à devoir amener une réponse au ministre des Transports et que soit cette réponse elle est financièrement acceptable et possible pour nos deux collectivités, le conseil départemental et l'agglomération, et donc elle se fera. Ça veut dire 2022, il y a à peu près 5 ans de travaux, ou bien on n'est pas en capacité financièrement d'apporter une réponse à l'équation qui nous a été apportée par le gouvernement, et donc elle ne se fera jamais, puisque la préservation des kilomètres nécessaires pour faire cette autoroute tombera, et donc elle redeviendra, les terrains redeviendront utilisables pour autre chose. Avant de conclure cette émission, on a rencontré un Stéphanois qui voulait vous poser une question. Oui, M. Perdriau, vous mettez un malin plaisir à détruire beaucoup de choses que j'ai faites. C'est évidemment votre responsabilité, mais est-ce que vous envisagez un jour de détruire Geoffroy Guichard ? Je crois que je reconnais ce Stéphanois. Et c'est notre clin d'œil. Oui, j'aime bien les clins d'œil. D'abord, je ne partage pas ce point de vue. Je ne détruis pas ce qui a été fait. J'ai toujours expliqué que j'avais beaucoup de respect également pour la continuité républicaine et que les décisions qui ont été prises, il revient au maire en place de les assumer. D'ailleurs, c'est sans doute pas ce Stéphanois qui dira le contraire. Lui qui était contre le Zénith, mais finalement qui l'a inauguré avec Johnny, avec un très grand sourire, qui avait exprimé beaucoup de critiques vis-à-vis de la Maison de l'Emploi, mais qui était présent le jour de l'inauguration. Donc, je sais qu'il doit comprendre ce que je veux dire par ce respect de la démocratie et de la continuité républicaine. Moi, je m'inscris tout à fait dans ce cadre. Je ne vois pas pourquoi il parle de la destruction de Geoffroy Guichard. Ce que j'ai regretté pendant son mandat, et sur cette question notamment de rénovation du stade, c'est qu'il n'y a eu à aucun moment de débat. Vous voyez, sur la ligne de tramway, il n'y a pas un conseil communautaire où la question est abordée en toute transparence. Et même quand on a des décisions à prendre qui ne nécessitent pas un vote, d'un point de vue légal, je pense au tracé du tramway par exemple, eh bien j'ai souhaité, au dernier conseil auquel vous faisiez allusion, qu'on présente les différents tracés et qu'on fasse voter aux élus communautaires le tracé alors que rien ne me l'imposait. Tout simplement parce que je considère que le président de l'agglomération, c'est pas un roitelet qui fait ce qu'il veut, comme il veut. Il doit d'abord avant tout convaincre, et que sur le stade Geoffroy Guichard, il y avait plusieurs options. Moi, ce que j'aurais souhaité, c'est qu'on pose, ce que j'ai demandé à multiples reprises sans être entendu, c'est qu'on pose ces différentes options sur la table pour qu'on ait un débat et qu'on fasse un choix en commun. Voilà. Et on l'a pas eu. Pour terminer cette émission, une question purement politique. Vous vous êtes positionné en faveur de Bruno Le Maire. Est-ce facile pour la cohésion de votre équipe municipale, puisque certains adjoints ont fait d'autres choix ? Effectivement, c'est une discussion d'abord qu'on a eue entre nous. Moi, je souhaite que chacun ait la liberté de soutenir qui il veut. On ne parle pas de la même chose, on ne parle pas de l'avenir de Saint-Étienne, on parle de l'avenir de la France. Tout à fait. Donc que des élus stéphanois s'impliquent, quelle que soit d'ailleurs leur conviction politique, ça ne me choque pas et je l'accepte tout à fait. Il y a effectivement par contre une règle que j'ai fixée, à laquelle je tiens et sur laquelle je serai intransigeant, c'est que ça ne vienne pas polluer notre travail municipal, parce que les Stéphanois, ce qu'ils attendent de nous, c'est pas qu'on se positionne derrière tel ou tel à l'élection présidentielle. Ils ne sont pas élus pour ça. Ils nous ont élus pour qu'on s'engage pleinement pour l'avenir de la ville, qu'on améliore leur quotidien, et ça c'est un objectif à ne jamais quitter du regard. Moi c'est la seule condition que je pose. Ensuite, ces échanges doivent se faire dans le respect. La règle aussi que j'ai fixée, c'est que chacun est libre évidemment de soutenir qui il veut, dans le respect des autres candidats. Ça veut dire qu'on peut très bien soutenir quelqu'un sans dire du mal des autres. Tout à fait. En disant par exemple du bien. Voilà, donc mettre en avant les qualités de son leader plutôt que de mettre en avant les défauts des autres. Voilà, je pense que si on respecte ces règles-là, la cohésion et l'unité municipale n'aura pas à être mise à mal. Donc pour vous, monsieur le maire, les primaires, ça sera monsieur le maire. C'est ça ? Oui, le choix du maire, c'est le maire, parce que c'est quelqu'un qui, me semble-t-il, a compris les aspirations des Français,
correspond aussi en termes de personnalité à l'idée que je me fais d'un homme politique, quelqu'un qui a compris ce qu'attendent les Français, qui représente aussi ce renouveau dont je pense nous avons réellement besoin, qui est quelqu'un qui se met à la portée de nos concitoyens, qui s'implique énormément dans les dossiers qu'il travaille. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui pour la France d'avoir un président de la République qui corresponde aussi à cette nouvelle génération d'élus, qui est courageuse, qui est capable de faire ce qu'il dit. Parce qu'aujourd'hui, si on a ce désamour, ce lien distendu entre les politiques et les Français, c'est qu'on a eu trop de personnes qui attendaient trop de promesses non tenues, trop de comportements également qui correspondent pas avec les propos qui ont pu être tenus ou les engagements pris. Et ça, pour moi, c'est la première des qualités. Et Bruno Le Maire là, et c'est pour ça que je crois à la fois en son projet, avec un nouveau regard porté sur les problèmes d'aujourd'hui, et puis une façon également de faire la politique qui est en phase, je pense, avec les aspirations du peuple français. On ne peut pas écrire l'avenir aujourd'hui, mais est-ce que Gaël Padrillo, dans l'avenir, c'est un futur ministre ? C'est une ambition ? J'ai eu une seule ambition. C'est que les Verts soient champions. Comment ? C'est que les Verts soient champions. Ça me ferait plaisir. Mais c'est pas mon ambition principale. Mon ambition, c'est de réussir ce que j'imagine pour Saint-Étienne, de réussir mon projet. Et mon ambition, c'est que le travail qu'on aura réalisé avec l'ensemble de l'équipe municipale, que les promesses que j'ai faites pour la ville, que l'ambition que j'ai pour Saint-Étienne, de retrouver de l'attractivité, de regagner une démographie positive, parce que ça voudra dire qu'on a gagné aussi le défi de l'attractivité, soit reconnu. Et le rendez-vous pour moi, il est en 2020, parce que c'est à ce moment-là que les Stéphanois jugeront si mon travail était à la hauteur des efforts, parce que je peux vous dire que l'équipe municipale aujourd'hui, moi je suis là depuis 20 ans, donc j'en ai vu dans l'opposition, dans la majorité. Le constat que je fais aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas si les résultats en 2020 seront à la hauteur de nos espérances et de notre travail, mais c'est que j'ai rarement vu des élus municipaux autant engagés dans leur travail au service de la population. Et voilà, mon ambition, c'est celle-ci, c'est pas d'être ministre, c'est de me consacrer au travail que les Stéphanois m'ont confié il y a maintenant 2 ans, et qu'en 2020, ils soient fiers de leur ville. Et dans le plan, dans la vision de Saint-Étienne que vous avez pour le futur, vous l'avez basé sur combien de mandats, vous le savez ça ? Ce qui est certain, c'est qu'on ne change pas la ville d'un coup de baguette magique. En 6 ans. En 6 ans, c'est certain. Je pense aussi que ça demande énormément d'énergie, beaucoup d'engagement. D'ailleurs, vous faites l'admiration de beaucoup de gens parce qu'on vous voit partout. Parce que je pense que c'est vrai que ça demande beaucoup de sacrifices, y compris sur le plan personnel. Mais à partir du moment où on a dit oui aux Stéphanois, c'est un peu comme un mariage, on a dit oui aux Stéphanois pour s'occuper de la ville et s'occuper d'eux. Et je veux surtout ne pas avoir de regrets. Donc effectivement, je m'engage à fond parce que je ne veux pas rater une occasion de défendre les intérêts de la ville ou de saisir une opportunité qui serait favorable aux Stéphanois ou à Saint-Étienne. Donc effectivement, je fais tout pour réussir, parce que je suis convaincu que Saint-Étienne dispose de tous les atouts pour réussir. Et comme j'y crois beaucoup, je me donne à fond pour qu'on aille vraiment au maximum de nos possibilités, parce que je suis conscient aussi que nous sommes descendus relativement bas, notamment au cours du dernier mandat. C'est peut-être la question que j'aurais pu poser aux Stéphanois, qui m'en a posé une il y a quelques minutes. On l'enregistrera juste après pour la saison 2. Et je me dis qu'on n'aura sans doute pas encore une chance de rebondir. Et donc c'est aussi pour ça que je fais tout ce que je peux pour ça, parce que j'y crois, je pense que c'est possible. On a la chance d'avoir des Stéphanois qui sont très engagés dans le milieu associatif, dans le milieu des entreprises, dans le milieu commerçant, dans le milieu environnemental. Là où ils sont engagés, en général, les Stéphanois y vont à fond. Et voilà, mon ambition, c'est ça, c'est qu'en 2020, la vie des Stéphanoises et des Stéphanois soit plus belle qu'elle ne l'était en 2014. Alors, Gaël Padrillo, la petite question fil rouge. On sait que vous avez fait un peu de radio dans votre jeunesse. Donc, si jamais vous avez un petit peu de temps libre et que de faire un peu de bénévolat d'une radio associative vous fait plaisir, n'hésitez pas, on vous ouvre les micros quand vous voulez. Vous avez une chance, c'est que j'ai pas beaucoup de temps libre, malheureusement, parce que effectivement que la radio, c'était pour moi une passion. Elle est encore d'ailleurs présente, donc me chatouillez pas trop, parce que j'y prendrai sans doute beaucoup de plaisir. Et écoutez, je dis pas non dans quelques années, qui sait. Vous savez, il y a toujours de l'espoir. Moi, il y a 30 ans que j'avais pas fait de radio.
Ah ben vous voyez, peut-être rendez-vous dans 30 ans On a alors. fait de la radio avec Philippe dans les années 80 et j'aurais jamais cru que je referais de la radio et il m'a proposé gentiment une émission au mois de juillet et je suis très heureux que vous ayez accepté cette invitation. On a reçu pas mal de gens très très intéressants et il y en aura d'autres. Donc merci d'avoir tenu parole, d'être venu faire un petit bilan de ces 2 premières années. On vous donne rendez-vous très bientôt. Le plaisir et puis était je vous le partagé. dis, continuez parce que il faut que cette ville elle remonte et elle gagne. Eh bien, croyez bien qu'on est très mobilisés pour réussir. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Where the danger's sure enough real. Well, when he's out late at night, if he's got his head on right, well, I lay you now.